l'exemple de ce qui s'est passé à Missafou, au charnier de Missafou, où des familles entières étaient arrêtées, on leur obligeait de creuser des trous et toute la famille descendait dans le trou et on les exterminait, on les fusillait. Et on a dénombré plus de 800 trous où étaient enterrées des familles entières de 2, 3, 4, voire 5 personnes au faisceau satellite de Missafou. Un génocide incroyable, un charnier. Ceux qui refusaient de creuser les trous étaient acheminés à 100 mètres de là, au bord d'un ravin, et on les exécutait, on les fusillait. C'était atroce. Il y a eu plus de 1000 personnes qui étaient tuées sur ce ravin. Donc, au total, quand tu comptabilises ceux qui ont été enterrés dans les trous et ceux qui ont été fusillés au bord du ravin, c'est près de 3400, 3500 personnes. Désolation. Pardon, monsieur Jean-Pierre Ngoyi, vous êtes en train de nous dire que les hommes en uniforme, armés, envoyés par le gouvernement congolais, il faut dire ça comme ça, donc par Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui vient de faire le coup d'État militaire, qui a pris donc le pouvoir, et devant lui, il n'y a pas un opposant, il n'y a personne qui le gêne, mais en 1998, il décide donc de lancer une telle opération, s'il faut le dire, un génocide, et donc ces soldats-là entrent dans le pool, arrêtent les civils, des familles, demandent à ces gens-là de creuser les trous, comme vous l'avez dit, et on les achève, ils sont enterrés dans ces trous. Ceux qui ont refusé de le faire, on les achemine à 100 mètres de là, à côté d'un ravin, et on les a achevés là-bas. Des civils, des personnes non armées. Non armées. Effectivement, c'est un groupe de Cobra qui était stationné à Missafou. Ils étaient près de 1000. 1000 soldats qui étaient là, en train effectivement d'assurer, entre parenthèses, la sécurité, mais qui en réalité n'était pas une sécurité. Mais puisqu'ils avaient pour mission d'exterminer la population. Et donc les familles qui étaient arrêtées, interrogées, étaient acheminées vers ce faisceau de satellite. On les obligeait de creuser des trous. Papa, maman, les enfants, petits-fils, tous dans le trou, on les exécutait. C'est un génocide. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir qui porte sur la suite des témoignages sur les crimes contre l'humanité dans la période allant de 1998 à 2000. Il s'agit évidemment des expéditions militaires qui avaient été lancées dans le département du Poul après le coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso, dont la victoire avait été célébrée le 15 octobre 1997. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'après ce coup d'État, qu'une expédition militaire soit encore lancée dans le département du Poul pour massacrer des populations civiles? Aujourd'hui, nous avons donc le deuxième témoignage. Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la revivre. Bonjour monsieur Jean-Pierre Ngoyi et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Christian. En tout cas, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous l'avions déjà annoncé que c'est une série de témoignages, mais parce qu'évidemment, il nous faut conter l'histoire du Congo à cette jeune génération qui probablement n'est pas informée de ce qui s'est passé au Congo, des crimes contre l'humanité qui ont été commis au Congo, cette jeune génération, mais aussi des grandes personnes qui n'étaient pas sur le terrain, qui n'ont pas vécu ces événements, qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas réellement la vraie perception de ces événements, surtout de ces crimes contre l'humanité où la communauté internationale avait totalement fermé les yeux, sinon un blackout médiatique. Aujourd'hui, il nous faut rappeler cette histoire à la communauté internationale, aux Congolais,
Tout commence apparemment en décembre 1998. Où êtes-vous et que se passe-t-il et comment vous vous retrouvez finalement dans ces villages, dans les brousses, jusqu'au point de vous retrouver finalement en RDC? Merci bien, Monsieur Christian. Effectivement, après la victoire de Denis Sassou Nguesso en octobre 1997, je vivais à l'époque à Kinsoundi et j'étais obligé de me déplacer, d'aller vivre en Bono, où les conditions, je trouvais, étaient beaucoup plus fiables. Et malheureusement, au vu des événements qui s'aggravaient au niveau de la région du Pôle, l'insécurité commençait à persister au niveau dans les quartiers sud de Brazzaville. Donc là, depuis Bono, on remarquait que les gens se déplaçaient déjà, quittant les camps sud pour aller vers Bakongo. Et notamment quand ils apprirent que les Cobras qui étaient installés au rond-point de Djoé et aussi en Ngangalingolo commençaient à exécuter sommairement les habitants. Alors là, effectivement, j'ai pris peur. Et quand vous dites les Cobras ont commencé à exécuter les civils, c'est-à-dire toute personne qu'ils trouvaient sur leur chemin, bien entendu, hommes, femmes, jeunes, vieux, civils, étaient exécutés, c'est cela? Oui, ils étaient exécutés. C'est les civils qu'ils étaient en train d'exécuter. Ils sont partis même dans une église où les gens étaient en train de prier. Et là, dans une église, vous dites, dans une église, ils ont tué toute la population qui était là. Et parmi ces membres de la population, il y avait mon logeur, que je n'ai même pas pu voir jusqu'alors, puisqu'il était tué. Il y avait mon logeur aussi qui faisait partie de cette. Qui était dans l'église. Oui, qui était dans l'église. Suite à cela, je me suis dit non, qu'il fallait donc se déplacer, repartir. Vous allez me pardonner, monsieur Jean-Pierre Ngoyi. Oui. L'église protestante, vous pouvez nous la situer? Elle était où comme ça? C'est une église qui se trouve dans les contrées de Ngangalingolo. Merci. Oui. Donc, suite à cela, je me suis dit qu'il y avait un danger, qu'il fallait donc se déplacer, repartir vers le quartier Makelekele. J'ai pris mes enfants et ma femme, ils étaient 4 plutôt, et nous sommes repartis vers Ngangalingolo, plutôt vers Makelekele. Il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de véhicule. J'ai pris mes sacs, mes bagages, et j'ai mis dans une brouette. Et par précaution, j'ai pris ma dernière fille, qui avait encore l'âge de 2 ans, je l'ai attachée au dos, tout simplement pour me protéger, pour que, en passant au pont de Djoé, je ne sois pas effectivement assimilé à des ninjas, comme je le disais, puisqu'ils appelaient déjà tout ressuscitant du Pôle comme un potentiel ninja. Donc, j'ai pris mon enfant, je l'ai mis au dos avec mon sac et nous avons traversé. Nous sommes allés vers la pharmacie qui était située même au pont de Djoé. Donc, à 100 mètres de là, mon frère y habitait. Nous sommes allés chez lui, nous sommes restés. Et la nuit, je vous assure, il y a eu une cacophonie d'armes qui s'est passée là au pont de Djoé. On ne savait, est-ce que c'était des coups de sommation? Est-ce que c'était une guerre? Point d'interrogation. Peu importe. Et nous, on avait pris nos précautions, qui derrière le mur, qui sous le lit. Et c'est donc les sifflements des balles qui passaient. Et vers 3 heures du matin, ça va se calmer. Et le matin très tôt, avec mes 2 frères, on s'est dit, bon, écoutez, ça s'est calmé. On va donc sortir et aller acheter quelque chose à manger, et qui aussi est au boulot. Vérifier un peu si on travaillait. Et dès qu'on sort de la parcelle, c'est un cobra qu'on rapporte. Il nous arrête. Il dit, vous allez où? Il met la barre, le canon. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait comprendre que nous allons au travail. Il dit, bon, donnez de l'argent ou je vous abats. Je me suis dit, autant mieux sauver sa vie que de garder l'argent qu'on avait. Heureusement pour moi, j'avais 2000 francs CFA en poche. J'ai fait sortir les 2000 francs, je les lui ai remis et il nous a dit, prenez cette voie, allez tout droit. Ne prenez pas autre voie parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de cobras, vous risquez d'être tués. Et donc, on a continué. Et continué jusqu'à Ngangalingolo. Mon frère était parti au plan. Moi, je suis allé vers le marché Total pour faire des achats et rentrer. Et subitement,
aux environs de 10 heures, il y avait des cris. Je me suis dit, il faut vite repartir vers le pont de Dieu, prendre la famille et repartir à Gangalingolo. Et quand nous sommes partis, j'ai pris la famille pour traverser. Quelle désolation, quel spectacle, des cadavres gisés au sol. Beaucoup ont été tués, des civils même qui gisaient au sol. Et nous avons continué parce qu'il fallait gagner le temps. Et quelques temps après, c'est des obus qui commençaient à tomber dans les quartiers sud. Après, bien sûr, le pont du Dieu. Nous avons continué. Monsieur Jean-Pierre Ngoyi, vous êtes en train de nous dire que pendant cette, je ne sais pas comment qualifier ça, il faut rappeler que c'est un génocide. Et donc, on a utilisé les armes lourdes, c'est-à-dire les obus, des roquettes, pour tirer sur les quartiers populaires, c'est ça? Oui, effectivement. Et donc, moi aussi, rentrant à Mbono, j'étais rejoint par un ami, le député Jacques Milongo, qui est venu avec sa famille. Ils étaient au moins près de 40. Et je les ai internés chez moi. Nous avons passé toute la nuit. Au total, on était moins 60 personnes. Et lui, le lendemain matin, il a pris toute sa délégation, donc les membres de sa famille, et il a continué. Et on était donc le 19. Ils sont partis et je suis resté seul. Dans la nuit du 19 au 20, il y a des obus qui commençaient aussi à tomber vers les quartiers sud là-bas, à Mbono. J'ai dit à la famille, il faut partir. Nous avons rassemblé des objets et je suis parti pour un périple de voyage de 7 mois dans la région du Pôle. Donc, un voyage, vous voulez nous dire un voyage forcé, c'est cela? Exactement, un voyage forcé. Donc, nous avons marqué un premier arrêt à la station piscicole de Djumuna le 20-12-1998 au soir. Nous avons passé donc le 20 décembre 1998, oui. 98, oui, avec la famille à Djumuna. Et nous avons continué la journée à Bisinza où nous avons passé 2 semaines. Et là, c'était un peu plus calme? C'était plus calme, oui, c'était en fin décembre. C'est un peu plus calme. Mais malheureusement, 2 semaines après, les obus commençaient à tomber à Linzolo. Donc, traversant Bisinza, et les obus allaient tomber à Linzolo. Ce qui signifie que les militaires déjà étaient stationnés à Gangalingolo. Et depuis là-bas, ils tiraient vers Linzolo. Donc, ça veut dire qu'ils avaient traversé le Djoué, c'est ça? Ils avaient déjà traversé le Djoué puisque la population était évacuée et la population partait déjà dans le Grand Poule. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, 2 semaines après, suite au coup de canon, suite aux obus qui tombaient à Linzolo, on s'est déplacé, on dit non, il faut partir. Et de là, nous avons continué à Luengo, au centre la thébaïde du père Christian la Bretèche. Et là, nous avons vécu 4 mois. Pendant cette période-là, nous avons aperçu des hélicoptères qui tiraient sur la population. Donc, un hélicoptère qui bombardait et sur un autre hélicoptère, il y avait des militaires, des cobras qui étaient et qui tiraient sur la population civile qui bougeait. Alors là, je me suis dit que ça devenait plus grave, il fallait vraiment se déplacer. Et c'est là aussi à Luengo que nous avons appris que durant les affrontements qui ont eu lieu à Linzolo, il y a beaucoup de cobras qui étaient morts. Et parmi ces militaires qui étaient morts, ils ont identifié des ex-phases de Mobutu, des Centrafricains, des Tchadiens, des Zimbabwéens, des Rwandais à partir de leurs pièces d'identité. Alors donc, quand ils ont, si j'ai bien compris, je vais essayer de récapituler. Lorsque vous arrivez dans ce village, vous vous rendez compte, oui. Il y a eu finalement affrontement avec les jeunes du village qui ont tenté de résister à cette expédition militaire
Et donc, ils sont arrivés quand même à, disons, à éliminer certains cobras. Et parmi ces cobras, on retrouve donc des mercenaires, il faut les appeler comme ça, Exactement, des oui. originaires de la RDC, vous avez dit. De quel autre pays? La Centrafrique, Centrafrique, du Tchad, du Tchad, du Zimbabwe, du Zimbabwe, des Rwandais. des Rwandais. Donc, c'est ce qui s'est passé à l'Indonésie. Donc, quand on l'a appris, on s'est dit, écoutez, ça devient plus grave que cela. Il fallait donc quitter. Donc, avec cette avancée des Cobras, on était obligé de quitter Louengo nuitamment. Louengo, donc, chez le père les Bretèches, pour un long périple jusqu'à Vunguta. Et nous sommes passés par Ngangakobo, Kinkala, Ngoliba, et nous sommes restés à Vunguta de fin avril 99 jusqu'en juillet 99. Mm-hmm. Alors, suite donc à la dégradation sanitaire de mes enfants et de moi-même aussi, nous avons décidé de quitter Vunguta pour la traverser vers la RDC. Nous sommes allés à Mandombe, où nous avons vécu, nous étions pratiquement 200 personnes qui voulaient traverser, en passant par Kiazi, Maji et Manzakaka. Et ce trajet, nous l'avons fait pendant 3 jours. Et après Mandombe, nous avons négocié, nous sommes allés à Mbelo, et de Mbelo, on a eu le feu vert pour une traversée le 17 juillet 99. Et nous sommes allés au village qu'on appelait Mwanza. Nous avons été reçus par les habitants qui, après 2 jours, après les 2 jours que nous avons passés à Mwanza, il y a une délégation du HCR qui est venue nous chercher. Ils nous ont pris et nous ont amenés à Ngombe Matadi. Et c'est là, effectivement. Et donc, cela veut dire, monsieur Jean-Pierre Ngoï, ça veut dire que vous avez effectué cette traversée à pied, c'est ça? Non, la traversée, c'est par pirogue, bien sûr, c'est par pirogue. Pirogue. Oui, parce que de Mbelo jusqu'au fleuve, on l'a fait à pied, mais au niveau du fleuve, il y avait des pirogues. Donc, il y avait des pêcheurs qui étaient là, qui faisaient traverser, moyennant de l'argent, tous ceux qui voulaient partir en RDC. Et moi aussi, effectivement, j'ai eu la chance, j'ai eu le chef de village de Panza qui est venu me chercher et qui nous a menés dans sa pirogue, de l'autre côté du fleuve. Oui, mais avant que vous n'arriviez là-bas, on va revenir un peu. Nous sommes encore dans les villages du Poul. C'est vrai qu'après, il y a eu des affrontements, vous avez dit, avec les jeunes qui voulaient résister contre cette expédition militaire. Est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de pertes en vies humaines, des civils? Oui, il y a eu beaucoup de pertes humaines. Et effectivement, ça, je vous raconterai de ça en long et en large, quoi. Le temps que j'arrive, parce que j'ai eu à faire des témoignages. J'ai fait beaucoup de témoignages qui m'ont permis d'avoir les statistiques, certains nombres donnés, un nombre en miniature, des personnes qui ont été tuées. Alors, donc, voilà, puisqu'on va y revenir, alors vous êtes donc arrivé de l'autre côté de la rive, donc en RDC, c'est ça? Oui, je suis de l'autre côté de la rive en RDC au village Wanza. 2 jours après, c'est une délégation du HR qui viendra nous chercher au village Wanza pour Ngombe Matadi. Et à Ngombe Matadi, effectivement, on demandait à tout un chacun qui voulait partir à Brazzaville, qui voulait rester au camp des réfugiés. Et moi, j'ai opté pour rester au camp des réfugiés. Mais il y a eu une réaction vive de certaines qui me demandaient, mais pourquoi tu ne vas pas à Brazzaville? C'est que tu connais quelque chose. Je dis non, il y a l'insécurité et je ne peux pas repartir au vu de tout ce que j'ai vécu. Donc, autant mieux aller au camp, rester jusqu'au moment où ça va se calmer et je pourrai rentrer à Brazzaville. Et pas pour le moment. Et donc, je suis resté 2 semaines, nous sommes restés 2 semaines à Ngombe Matadi, au camp du HCR, et nous avons été transférés le 29 juillet 99 au camp des réfugiés. Et à partir du 29 juillet, c'était une autre vie qui commençait au camp. Vu le nombre des gens qui étaient là, meurtris, affaiblis,
qui souffraient même. Je me suis dit que c'était grave. Alors, là, effectivement, les gens commençaient effectivement à se plaindre. Il y a eu des délégations qui sont arrivées pour écouter les réfugiés, et je les suivais attentivement. Alors, c'était écœurant, désolant et regrettable d'entendre ce qui s'était passé dans les autres villages. Parce que… Alors, ce qui s'était passé, c'était quoi exactement? Vous pouvez me donner quelques exemples de ce que vous avez suivi? Vous disiez? Ce qui s'était passé, ce qui était désolant, c'est quoi exactement? Oui, ce qui s'est passé du côté Congo-Brazzaville. Prenons par exemple l'exemple de ce qui s'est passé à Missafou, au charnier de Missafou, où des familles entières étaient arrêtées. On leur obligeait de creuser des trous et toute la famille descendait dans le trou et on les exterminait, on les fusillait. Et on a dénombré plus de 800 trous où étaient enterrées des familles entières de 2, 3, 4, voire 5 personnes au faisceau satellite de Missafou. Un génocide incroyable, un charnier. Ceux qui refusaient de creuser les trous étaient acheminés à 100 mètres de là, au bord d'un ravin, et on les exécutait, on les fusillait. C'était atroce. Il y a eu plus de 1000 personnes qui étaient tuées sur ce ravin. Donc, au total, quand tu comptabilises ceux qui ont été enterrés dans les trous et ceux qui ont été fusillés au bord du ravin, c'est près de 3400, 3500 personnes. Désolation. Pardon, monsieur Jean-Pierre Ngoyi, vous êtes en train de nous dire que les hommes en uniforme, armés, envoyés par le gouvernement congolais, il faut dire ça comme ça, donc par Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui qui vient de faire le coup d'État militaire, qui a pris donc le pouvoir, et devant lui, il n'y a pas un opposant, il n'y a personne qui le gêne, mais en 1998, il décide donc de lancer une telle opération, s'il faut le dire, un génocide, et donc ces soldats-là entrent dans le pool, arrêtent les civils, des familles, demandent à ces gens-là de creuser les trous, comme vous l'avez dit, et on les achève, ils sont enterrés dans ces trous. Ceux qui ont refusé de le faire, on les achemine à 100 mètres de là, à côté d'un ravin, et on les a achevés là-bas. Des civils, des personnes non armées. Non armées. Effectivement, c'est un groupe de Cobra qui était stationné à Missafou. Ils étaient près de 1000. 1000 soldats qui étaient là, en train effectivement d'assurer, entre parenthèses, la sécurité, mais qui en réalité n'était pas une sécurité. Mais puisqu'ils avaient pour mission d'exterminer la population. Et donc les familles qui étaient arrêtées, interrogées, étaient acheminées vers ce faisceau de satellite. On les obligeait de creuser des trous. Papa, maman, les enfants, petits-fils, tous dans le trou, on les exécutait. C'est un génocide. Et ça, c'est inoubliable. Et c'est ça qui m'a obligé effectivement de rassembler tous ces faits sous forme de témoignages que j'ai remis au responsable du camp, qui, ce dernier, avait transmis à une délégation des Nations Unies en provenance de Genève qui était venue au camp. Parce que c'est atroce, c'est effrayant, c'est incroyable. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a de tels crimes qui se passaient dans le groupe. C'est vrai, les combats, c'est autre chose, mais des personnes innocentes, non armées, des civils, en plus des femmes, des enfants, étaient achevés sommairement. C'est regrettable et c'est incroyable. Et ça, je pense que l'histoire… Monsieur Jean-Pierre Ngoyi, je vais revenir un peu. Avant que vous n'arriviez à ce stade, vous avez dit, pendant que vous avez traversé, une fois que vous avez traversé plutôt, vous avez fait votre traversée, on vous a accueilli de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire en RDC, et on vous a donc transporté vers un camp des réfugiés.
certaines personnes vous proposaient en fait de retourner au Congo-Brazzaville. Je sais pas, mais après vous avez pensé que ce n'était pas prudent parce que pour les raisons de sécurité, c'est ce que vous avez dit. Et quelque part, des gens vous ont dit pourquoi vous ne retournez pas à Brazzaville, c'est que vous en savez quelque chose. C'est Oui. cela. Oui, pourquoi? Et Parce que puisque vous avez refusé de repartir sur Brazzaville, est-ce qu'il y a tout de même ceux qui avaient accepté partir à Brazzaville? il y a beaucoup qui sont rentrés. Il y a beaucoup qui sont rentrés parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés aussi, non seulement en parlance de Gombe et Matadi, mais il y a ceux aussi qui sont partis depuis le Ozi, qui ont été acheminés à Kinshasa. Et il y a d'autres personnes civiles qui ont été amenées mano militari par le général Buissa Matoko depuis Bazangungu, Kazangulu, à Kinshasa. Ils étaient internés au consulat de Brazzaville, à Kitambo, au magasin Kitambo. Parmi certaines personnes, certains réfugiés, il y a ceux qui étaient sortis. Et ils ont rencontré des civils, des fonctionnaires de l'OMS en plein chemin qui les connaissaient. On leur a demandé, allez vers les Nations Unies, vers le HCR. Allez vous déclarer, comme ça au moins vous serez protégés. Il y a au moins 5 courageux qui ont eu le courage d'aller le voir, d'aller voir le HCR. Ils se sont exprimés et le soir, quand ils sont rentrés, ils ont demandé à tous ceux qui étaient internés, on dénombrait près de 200 personnes internées au consulat de Brazzaville. Ils devraient retourner à Brazzaville. Oui, bon, c'est qu'en repartant, ils ont demandé, allons-y au HCR, le HCR va s'occuper de nous, comme ça on sera dirigé peut-être vers un camp. Ils n'ont pas voulu. Mais malheureusement, ceux qui étaient restés sont partis Brazzaville et ils doivent faire partie des 353 disparus du but dont on parle. Donc, des personnes que le général vous avait dit, général Buissa Matoko venait chercher mano militari et nuitamment depuis Manzangungu, Ngangalingolo, les acheminés à Kinshasa. Et ces derniers ont traversé, ils sont partis à Brazzaville. Je suis sûr et certain. Alors, donc, on comprend très bien que c'est un génocide, finalement, malgré que les gens ont pu traverser la rive. Ouais, ils sont arrivés, en fait, en RDC, entre les mains du HCR. Brazzaville, on voit quand même une délégation, il faut le dire comme ça, entre guillemets, conduite par le général Buissa Matoko pour venir chercher les Congolais qui s'étaient réfugiés en RDC pour les ramener au Congo-Brazzaville. Et curieusement, parmi ces personnes-là, évidemment, on parle de 350 disparus de but, mais encore que le chiffre n'est pas exact. C'est un chiffre approximatif. Un chiffre approximatif, exactement. Il y a bien plus que ça. Donc, ce sont ces jeunes-là qu'on a ramenés à Brazzaville pour les achever. L'histoire des disparus du beach, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit donc des jeunes qui avaient fui évidemment les hostilités dans le pool, qui se sont retrouvés en RDC, à qui on avait demandé de rentrer. Malheureusement, ceux qui ont accepté de retourner sur Brazzaville ont été accueillis au niveau du beach de Brazzaville. On les a mis dans les conteneurs 45 pieds, enfermés, vivants, puis jetés dans le fleuve. Oui, exactement. L'un des rescapés du beach, il fait état effectivement de plusieurs civils qui étaient arrêtés depuis le beach et qu'on avait transmis vers l'état-major général. Et là-bas, il y avait 2 conteneurs. Il y avait 2 conteneurs où étaient stockés effectivement ces réfugiés. Ils sont restés là. Avant qu'on aille dans les conteneurs, ils étaient emprisonnés dans des bâtiments, quelque part. Il y avait 3 bâtiments où vraiment les civils étaient entassés.
Ah, donc, si j'ai bien compris, à ces jeunes-là, on leur a demandé de rentrer à Brazzaville, tout en leur garantissant bien sûr la sécurité. Ils ont accepté, ils ont pris donc, je ne sais pas si c'est par bateau, ils se retrouvent donc de l'autre côté du Congo-Brazzaville. Ils sont triés, placés dans les bâtiments, on les garde d'abord dans les bâtiments, et exactement. Ensuite, on va les enfermer dans les conteneurs. Donc, ils étaient des conteneurs soudés et on a jeté dans le fleuve. On a mis tout autour des conteneurs des pneus, on a versé de l'essence et ils ont mis le feu. Et vous entendez dedans des gens qui criaient. Donc il y avait des gens enfermés, des civils enfermés, qu'on a brûlés et qui sont morts. Et pour faire disparaître les traces, voilà pourquoi ça a été jeté dans le fleuve. J'étais là stupéfait, écœuré. Et je me suis dit, quel esprit maléfique habilitait ces autorités pour pouvoir le faire. Mais quand j'ai lu à la langue le programme Ouébara, j'ai compris effectivement qu'il y avait des stratégies d'extermination génocidaire prévues par le gouvernement. Je n'ai jamais vu un responsable politique aussi sadique que celui-là, celui qui a prévu, qui a programmé le programme Ouébara. Je n'ai jamais connu un responsable politique qui met en place un programme d'extermination de sa propre population en Afrique que c'est pour une première fois. Donc c'est atroce. C'est incroyable. Et ça, je ne sais pas, un jour à l'autre, quand on repartira au pays, il faut, je pense, le relater aux familles et mettre à la disposition des parents tous ces témoignages. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que les crimes contre l'humanité, disons-le comme ça, qui avaient été commis au niveau du beach de Brazzaville, font l'objet d'un procès qui a commencé à Brazzaville et qui a été, je crois, relancé au niveau de Paris. Et depuis là, c'est un silence total. Alors, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. C'est quand même des crimes contre l'humanité reconnus comme tels. Quelle est cette pesanteur et que se passe-t-il? Et c'est là où souvent se pose la question de savoir pourquoi ce silence de la France devant ces crimes contre l'humanité. Mais monsieur Jean-Pierre Ngoyi, pendant que tout cela se passe, vous êtes encore en RDC, vous êtes informé, il y a des témoignages qui vous reviennent. Alors, est-ce que le HCR, qui s'occupait évidemment des réfugiés congolais de Brazzaville qui s'étaient retrouvés en RDC, n'était pas informé de tout cela? Des témoignages de tout ce qui s'est passé dans le pôle. Effectivement, il y a eu un rapport qui a été fait dans le sens que nous avons transmis, que les autorités du camp ont transmis au HCR pour leur mettre au courant de tout ce qui se passait du côté de Brazzaville. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que la communauté internationale restait insensible à ces faits, à ces événements tragiques qui se sont déroulés au Congo-Brazzaville, dans la mesure où on a mis à leur disposition des documents viables. On leur a retracé tout ce qui s'est passé. Et sans vous le cacher, il y a eu encore un recensement exhaustif des morts qui s'est passé à Brazzaville. J'ai interrogé près de 285 personnes qui m'ont donné l'effectif exact au démarrage, combien ils étaient, et l'effectif à l'arrivée. Et la différence, c'est ça, les personnes qui sont mortes durant leur trajet. Voilà. Et j'ai noté la date de départ, la date d'arrivée, le lieu où les personnes sont mortes, comment ils ont été exécutés et les dates de naissance. Nous avons dénombré près de 780 personnes qui sont mortes, statistiques à l'appui. Et ça, au moins, les éléments sont là, les données scientifiques. Personne ne peut les contester, vous l'avez dit. Voilà. Donc,
nous avons tous ces éléments que nous avons transmis auprès de la communauté internationale. Le HCR, qui a pour mandat de protéger les réfugiés, était bien au courant et il faisait leur rapport acquis de droit à Genève comme aux Nations Unies. Espérons bien que ces rapports existent encore et que le moment venu, on pourra donc sinon entrer en possession de ces rapports. Alors, Monsieur Jean-Pierre Ngoyi, nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous a été imparti. Probablement que vous avez une préoccupation qui va compter pour le mot de la fin. On pourra continuer donc la suite parce que, évidemment, ce sont là les événements tragiques, douloureux, pénible d'ailleurs lorsqu'on entend de telles choses se passer dans un pays comme le Congo-Brazzaville. Évidemment, chacun se pose la question de savoir, comme tout à l'heure, pourquoi un pouvoir, sinon un régime, peut-il agir ainsi? Vous avez donc quelques secondes pour clôturer. Oui, effectivement, par rapport à tous ces tragédies qui se sont déroulées au Congo-Brazzaville, je souhaiterais que vraiment la communauté internationale s'y implique pour qu'on fasse une enquête approfondie de tout ce qui s'est passé au pôle et qu'ils sachent exactement le nombre de morts. Parce que jusqu'à présent, les gens n'ont pas les chiffres exacts des morts. Or, si on peut faire une enquête approfondie, on saura exactement toutes les personnes mortes à Brazzaville et qui aussi à l'étranger. Parce que, suivant le plan Mouebara, il était question aussi qu'on puisse poursuivre les exilés dans les lieux où ils sont. Nous-mêmes, au camp de Kimaza, nous avons raté la mort, puisqu'il y a eu une délégation conduite par le colonel Tourou. C'était une délégation avec des 18 cobras armés, avec des silencieux, des marques d'argent de faux dollars et des empoisonnements. Ils devaient mettre dans les citernes d'eau et qui a été déjoué grâce aux autorités qui étaient là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu extermination au Pôle, mais en dehors du pays aussi, il y a eu des exterminations. Donc cela veut dire que malgré que vous avez survécu à tout cela, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté. Ces gens-là ont continué à vous suivre là-bas pour vous éliminer, pour vous exterminer. Ils ont continué à nous suivre. Le fait, par exemple, de Bissomatoko qui est venu chercher Manu Militari, les simples civils. Le fait que le colonel Tourou soit venu au camp avec 18 cobras armés, des silencieux, du poison, des faux dollars pour corrompre les militaires. Et ils avaient pour mission fixée de nous exterminer parce qu'en fait, il y a eu confusion entre le lieu où nous étions et il y a un autre village qui avait le même nom. Eux, ils ont pensé que c'était ce village-là. Et ils sont allés là-bas la nuit, on a dit, c'est pas ici, ils sont revenus, c'était déjà le jour. Et le jour, on était déjà tous debout. Il y avait des agents de sécurité qui étaient là, qui les ont arrêtés. Mais sans ça, là aussi, ça serait un désastre. On serait tués là, durant cette nuit-là. Alors, cela me rappelle, Monsieur Jean-Pierre Ngoyi, nous avions reçu sur ce même plateau Maître Dominique Nkunku qui me disait il y avait, je crois, il y a eu une séance comme ça à Genève où on a posé la question à la délégation congolaise, la délégation que Brazzaville avait envoyée, si on pouvait envoyer une mission d'experts, c'est-à-dire une mission indépendante pour aller enquêter évidemment sur ces crimes contre l'humanité, pour essayer de regarder au niveau du Congo si on pouvait identifier partout où il y avait des charniers. Alors, le Congo a, comme qui dirait, posé son veto. Le Congo avait carrément refusé cette enquête. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons également que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Qu'on le veuille ou non, quel que soit le temps, les auteurs devront répondre devant la justice. Je dis bien, quel que soit le temps, oui. Les auteurs répondront devant la justice parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais est-ce que vous pensez que si jamais une telle mission a lieu, on pourra retrouver là où sont les charniers? Ben effectivement, puisqu'il y a encore des témoins qui sont vivants, il y a des survivants qui sont encore là.
Et souhaitons que ça se fasse au moment où la paix sera revenue à Brazzaville, où les gens pourront se permettre de dire ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent. Parce qu'en ce net moment, il y a peu de gens qui, par crainte du pouvoir, ne veulent pas dire la vérité de tout ce qui s'est passé. Mais si, effectivement, la paix pouvait revenir à Brazzaville, c'est sûr et certain que si cette délégation venait, on va retrouver facilement là où il y a eu les charniers, là où les gens ont été enterrés. Et même moi d'ailleurs, j'avais prévu une autre mission du côté de la RDC. Je devrais vérifier au niveau de toutes les entrées des réfugiés du côté de la RDC pour savoir les nombres de morts qu'il y a eu, les personnes qui ont été enterrées de l'autre côté de la RDC. Parce que tout ça, ça fait partie. C'est une suite. Mais ça, les listes sont là, côté de la RDC. C'est sûr et certain, un jour à l'autre, si un travail de ce genre a été entamé, on le fera, on aura des données exactes. Mais du côté de Brazzaville, ça, je suis sûr et certain qu'il y a des personnes volontaires qui nous apporteront les faits exacts. Je sais au moins qu'il y a des familles tout entières qui ont disparu, qui n'ont laissé aucune personne pour témoigner. Et c'est ce qui est un peu déplorable. Donc, mais par rapport aux informations que vous disposez, est-ce que vous ne pensez pas un jour porter plainte quelque part, d'autant plus qu'on constate qu'au niveau de Paris, tout est bloqué. Est-ce que vous n'avez pas cette intention un jour de relancer la plainte, mais ailleurs, par exemple? Non, le dossier est prêt. Nous l'avons soumis. J'ai transmis toutes les données à un gars qui a été effectivement en cours de préparer un procès indépendant par rapport un peu que la Cour pénale internationale, justice, parce que distant au niveau de cette Cour, c'est la France qui pose le veto. Mais il y a eu, disons, des avocats indépendants qui se sont désolidarisés pour prendre ce dossier en main. Et c'est ce que nous attendons. Nous avons déjà transmis les données, les informations, et nous attendons que nous soyons réunis pour pouvoir effectivement passer à l'action. Donc, je suis sûr et certain que, qu'on le veuille ou pas, ça, je suis convaincu qu'il y aura un procès international à propos de tout ce génocide. C'est un génocide, un programme bien planifié. On fait un programme de planification stratégique pour le développement du pays, mais pas pour l'extermination de la population. Il faut être un débile. Il faut avoir un esprit sanguinaire, diabolique, pour organiser un tel programme. On ne tue pas la population, on développe le pays pour le bien de la population. Mais pourquoi tuer la population? Pour quel bien? La responsabilité d'un politicien, c'est pouvoir tout faire pour que la nation se développe. Mais mettre en place un programme d'extermination génocidaire, je n'ai jamais vu ça. Je suis navré pour ça. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, monsieur Jean-Pierre Ngoï, d'avoir témoigné sur ces événements tragiques, ces événements qui ont endeuillé les Congolais dans la période de 1998 à 2000. En tout cas, merci d'avoir fait montre de ce courage. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission pour nous permettre évidemment d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci.